Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 32e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Blandine Piasecki. Blandine est pet-sitter et éducatrice canin à Lyon. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Roméo et nous parle plus en détail et avec passion des métiers qui entourent la garde d'animaux. De la promenade à la pension, en passant par la visite à domicile et le taxi animalier, Blandine nous partage ses critères pour vous aider à choisir le bon professionnel à qui faire appel pour faire garder son animal. Enfin, Blandine nous parle de son nouveau projet de pension canine qui promet d'offrir de super vacances aux chiens qu'elle aura sous sa garde. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Blandine. Salut Blandine. Salut Claire. Tu vas bien ? Bah ouais, ça va, super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur La Niche. Merci de me recevoir, c'est un grand plaisir. Bon, on va commencer par les présentations. Ok, super. Qui es-tu, Blandine ? Écoute, donc je m'appelle Blandine, je vais avoir 32 ans, j'habite à Lyon et je suis pet-sitter et éducateur canin depuis 2017 pour le pet-sitting et depuis 2019 pour l'éducation canine. Ok, Voilà. Tu vas nous parler un peu plus en détail de ton parcours. Oui. Tu as un chien, je crois. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Tout à fait. Donc j'ai un chien qui s'appelle Roméo, qui a 8 ans. C'est alors sur le papier, un croisé ratier. Je n'ai pas eu plus d'informations. D'accord. Donc on part sur un bon croisé porte et fenêtre. Je pense qu'il y a du pinscher allemand. Du Jack, j'ai cru qu'il y avait du staff, mais on s'est bien moqué de moi. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de staff dans ton chien. Mais voilà, je voulais y croire parce que j'aime bien les staffs. Voilà, et il vient de refuge. Avant de parler un peu plus de ton chien et de ton expérience, je voulais revenir sur toi, quand tu étais petite. Est-ce que tu as toujours eu des chiens ? Comment ça s'est fait ? Comment tu en es arrivée à prendre ton chien une fois adulte ? Alors, j'ai toujours eu des chiens de petite taille, parce que ma mère, adore tous les animaux, et en particulier les chiens, mais elle a toujours eu un peu peur des grands chiens. Bref, tout ça pour dire qu'on a toujours eu des petits chiens, et mon premier chien, c'était Jasmine, une petite Yorkshire, et d'ailleurs il y a une vidéo de moi qu'il faudrait que je retrouve où j'ai 4 ans et je suis en train de la promener et on voit que je suis déjà dans mon monde. Il y a mon père qui m'appelle Blandine et je suis complètement à l'ouest, je suis connectée avec le chien. Je pense que depuis toute petite, je sais pas, j'ai eu un amour fou pour les animaux, encore une fois en général, mais surtout pour les chiens. Donc voilà, j'ai toujours grandi avec plusieurs chiens dans le foyer, des chiens qui n'avaient aucune éducation. Voilà. À l'ancienne. Donc, à l'ancienne, tout ce qu'on aime. Voilà, tout ce qu'on aime. Et je dormais avec les chiens, j'allais les promener et tout. Enfin, c'était super cool. Donc toujours entourée depuis ma tendre enfance. Et pour moi, c'était évident d'avoir un chien. Une fois que je prendrais mon indépendance, et que j'aurais mon appartement, je voulais mon chien. Ok. Alors du coup, raconte-nous comment est-ce qu'il est arrivé dans ta vie, comment tu l'as choisi, d'où il vient. Donc à la base, moi, je suis originaire de Lille. J'ai déménagé à Lyon en 2015. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence dans le Nord. Et j'étais bénévole à l'époque à la LPA de Lille. Donc, c'est la Ligue protectrice des animaux. C'est le même principe qu'une SPA. Je m'occupais d'aller balader des chiens, de sortir les chiens des box. Et j'avais une amie là-bas avec qui on faisait les balades. Je venais de prendre mon appartement sur l'île. Je rêvais d'avoir le fameux chien en question. Je voulais un chiot. Voilà, j'avais trop envie de l'éduquer de A à Z, etc. Ouais. Et là, donc, j'ai cette fameuse amie qui me dit viens voir, il y a une mère avec son chiot qui vient d'arriver. Ils sont trop mignons. Et donc, je suis allée les voir et forcément, j'ai craqué. Alors, je n'avais aucun critère de race. Je voulais juste un chien pas trop grand, parce que je m'étais mise en tête, je suis en appart, pas trop d'espace, donc je veux un chien de petite taille ou moyenne taille. Enfin, ça a été honnêtement un coup de cœur physique, parce que puis en plus à l'époque, j'ai vraiment aucune connaissance, très poussée, je veux dire, dans les races, etc. Donc c'était juste un coup de foudre physique, on va dire. Et puis je suis allée le balader.
je le trouvais trop mignon. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Roméo. Ok. Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 3 mois. Il a passé très peu de temps en refuge parce que je pense que quand je l'ai vu, ça faisait une journée qu'il était au refuge avec sa maman. Donc il a vraiment passé très peu de temps en refuge. Je pense que 3 jours après, il arrivait déjà à la maison, quoi. Ça s'est passé vraiment D'accord, très, ok. très, très rapidement. Ok. Voilà. Ouais, alors comment ça s'est passé les débuts avec Roméo? Eh ben, ça a été compliqué parce que, encore une fois, je m'étais documentée sur Internet, hein, sur l'arrivée du chiot, etc. Et en fait, moi, dans mon appartement, j'avais un appartement qui était ouvert. Donc c'était un duplex et j'avais lu voilà, qu'il fallait le mettre dans une pièce un peu confinée lors des absences, hein, je parle. Il était tout le temps avec moi sinon, sauf que mon espace ne me permettait pas trop de faire ça, donc j'avais fabriqué une espèce de parc à chiens chez moi, sauf que il a tout démoli, hein, parce qu'à l'époque, les besoins fondamentaux, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connaissais absolument pas. Donc je laissais des jouets, mais je pensais que c'était suffisant, mais en fait, voilà, ça ne suffisait pas, donc on trouvait un peu mon appart dans des états pas possibles, et là je me suis dit, ah oui, mais en fait c'est dur d'avoir un chien. J'avais pas souvenir de ça quand j'étais enfant, parce que je pense que c'est ma mère qui gérait finalement et je me rendais pas compte. Enfin, moi, je voyais que le positif, entre guillemets. Et voilà, je me suis rendu compte même, voilà, laisser son chien tout seul, qui pleurait, les voisins qui venaient me voir, votre chien hurle, alors qu'à l'époque, j'étais en mi-temps et que je le laissais 5 heures tout seul. Bon, c'était déjà beaucoup, hein, pour un chiot, mais je partais pas non plus toute la journée. Je me dépêchais de rentrer. Mais voilà, donc ça a été un peu... ouais, là, j'ai déjà commencé à me remettre en question. Je me suis dit, tu fais peut-être pas les choses comme il faut. Et voilà, c'est là où j'ai commencé vraiment à plus m'intéresser aux chiens, à aller plus loin que juste aimer les animaux. Voilà, essayer de se renseigner un peu plus sur leurs besoins. Ouais, et en même temps, pour remettre un peu ce que tu viens de dire là dans son contexte, on est il y a 8 ans. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce qu'on en parlait juste avant d'enregistrer, mais les connaissances sur le sujet évoluent extrêmement vite. Oui. J'imagine qu'à 8 ans, tu n'avais pas tout le niveau d'information que tu as là, quoi. Absolument pas. Et j'avais fait appel à un éducateur canin et je me souviens très bien qu'il m'a jamais parlé des besoins fondamentaux. Donc comme quoi, c'est un peu tout nouveau. Et voilà, il m'avait pas trop aidé. Si, il m'avait conseillé la cage. Voilà, super. Pas top. Ok, du coup, la première problématique que tu as rencontrée avec Roméo, c'était vraiment la gestion des absences. Ouais, c'était ton ça. Absence qui posait problème. La gestion des absences, voilà, les destructions. Ça a vraiment été les premiers soucis. Et après, j'ai eu d'autres soucis qui sont intervenus, mais que j'ai pas vus tout de suite et qui se sont bien développés, malheureusement. Ouais. C'est sa réactivité envers les congénères. Je pense que ça arrivait vers son adolescence. Je me souviens plus trop. J'ai une espèce de... Je sais pas, de flou dans ma tête. J'arrive pas à me souvenir de quand ça a vrillé entre le moment où il jouait et le moment où il a commencé à stresser à la vue d'autres chiens, où il y a eu la piloérection, où il commençait à se tendre. Je pense que c'est vers l'adolescence, mais je m'en souviens pas trop. Il n'y a pas eu un truc déterminant qui a fait que ça a changé du tout. Pas du tout. Il s'est jamais fait attaquer forcément par d'autres chiens. Mais bon, il y a quand même d'autres signes qui expliquent ce comportement. Il faut savoir que sa mère, donc avec qui il était en refuge, elle était réactive congénère. Il y a déjà un terreau un peu génétique. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, je m'en étais pas rendu compte parce que je l'avais sorti avec sa mère. Et dès qu'on croisait d'autres chiens, je me souviens qu'elle aboyait sur les autres chiens, qu'elle voulait un peu se jeter sur eux. Mais à l'époque, vu que j'avais pas du tout la même vision, je trouvais ça pas grave. En fait, je me disais, bon, c'est tout, elle est comme ça. Voilà. Comme plein de chiens, finalement. Oui, voilà. On passe à autre chose. Il y a eu ça. Et mon chien a beaucoup côtoyé les chiens de ma mère, qui sont réactifs tout. Ce sont des petits chiens. Et malheureusement, la période, déjà, je l'ai eu à 3 mois. Donc la période de socia a été bien entamée. Et en plus, je lui ai montré finalement des chiens très mal codés. Donc ça a fait que renforcer cette réactivité est arrivée plus tard, vu que quand il était chiot, il était cool. Mais ça après, a plus développé, quoi. Voilà, en tout cas. Exactement. Ok. Bon, écoute, des erreurs, on en fait tous. Tout à fait. Et on peut réparer nos erreurs, heureusement. Ça, c'est ça qui est cool, ouais. Ok, et donc du coup, comment ça s'est passé pour toi? Quel boulot tu faisais à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue, que tu es aujourd'hui pet-sitter et éducatrice? Donc à l'époque, je sortais de licence en communication et en fait j'ai fait un travail qui n'avait rien à voir. J'étais à l'accueil du stade Pierre-Mauroy, donc le grand stade de Lille, donc à mi-temps, c'est là où j'ai eu Roméo, etc. Et déjà là, je me suis dit,
ton travail, c'est vraiment uniquement pour payer les croquettes du chien. C'est vraiment pas ça qui te motive dans la vie. Et je me souviens que j'étais en train de promener Roméo. Et je me suis dit, ça existe, c'est vrai, le métier de pétiteur. J'aimerais bien, moi aussi, m'occuper d'autres chiens. J'adore ça. Donc voilà, la première fois que j'ai eu cette idée, c'était à ce moment-là, donc en 2014. Mais j'ai pas osé me lancer. Parce qu'à l'époque, en plus, c'était moins répandu que ça ne l'est aujourd'hui. Et j'ai pas osé me lancer. Donc, il y a eu aussi un changement dans ma vie, c'est qu'on est parti sur Lyon. Et en arrivant sur Lyon, je me suis demandé, pareil, ce que j'allais faire. Et j'avais vu la formation de BP éducateur canin à Sibins. Sauf que je me voyais pas aller loin de Lyon parce que c'était trop compliqué pour l'hébergement, etc. Donc, j'ai encore repoussé. Finalement, je suis repartie dans la communication. J'ai persisté. J'ai refait 1 an de licence professionnelle et je suis restée, donc au total dans cette boîte en communication, je suis restée un peu plus d'1 an. Et le jour où j'ai eu mon déclic vraiment c'est pas ça que je veux faire dans la vie, je me souviens que j'étais devant mon ordinateur, j'étais là depuis 7 heures. Et là, je me suis dit, c'est ça ma vie. et en plus, je pensais à mon chien qui était seul à la maison, qui avait pas ses balades, et je culpabilisais. Voilà, j'avais un sentiment de culpabilité et d'insatisfaction face à mon travail. Et c'est là où je me suis dit, non, allez, reprends-toi en main. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et donc là, j'ai commencé à me renseigner pour le pet sitting. Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. pour être pet sitter. Et une fois que je savais ce qu'il fallait faire, j'ai quitté mon boulot. Et j'ai commencé à me former pour devenir pet sitter. Ok. C'est chouette comme parcours, en tout cas, c'est super cool comme remise en question. Je pense que, en fait, je me retrouve vachement dans ce que tu viens de raconter. Là, t'es au bureau et tu te dis, mais mon chien, il est pas là. Mais oui. Qu'est-ce qu'on fait là C'est exactement ça. Je vois exactement le sentiment qui te vient à ce moment-là. Donc, merci de l'avoir raconté. Avec plaisir. Bon, donc, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es devenue pet-sitter ? C'était quoi, comment tu t'es formée et comment on devient pet-sitter en fait ? Alors, du coup, comment on devient pet-sitter ? Bon, finalement, c'est assez rapide, c'est surtout ça, parce qu'en fait, pour devenir pet-sitter, il faut, dans un premier temps, passer la CACED. Ça s'appelait avant le CCAD. C'est la même chose, c'est juste qu'ils ont changé d'appellation. C'est une formation qui dure... moi, elle avait duré 3 jours, parce que j'ai fait la CACED chien et chat. Donc, c'est une formation qui est très prenante et très usante, parce qu'on vous balance plein d'infos ça dure 7 à 8 heures par jour, où on voit vraiment tout chez le chat et le chien, donc tout ce qui est santé, la législation, les besoins, le transport. On fait vraiment un tour global, mais pas très poussé. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour donner un premier conseil. N'hésitez pas à chercher d'autres infos ou même relire vos cours, parce que c'est impossible de retenir autant d'informations en 3 jours, parce que du coup, on fait la formation. Et à la fin de ces 3 jours, on passe direct notre évaluation. Donc, c'est un QCM. Il faut faire un certain score pour obtenir son diplôme, et on le sait tout de suite. Et voilà. C'est fini. C'est hyper rapide. Ouais, très, très rapide. Et ensuite, donc, une fois que vous avez passé la CACED, c'est vraiment le B à bas du métier de pet-sitter. Là, il faut vous déclarer en tant que micro-entreprise, le statut que vous choisissez. Pour avoir son numéro SIRET, pour devenir un professionnel, il faut se trouver une RC Pro, une assurance RC Pro. Et il faut aussi faire une déclaration auprès de la DDPP. Donc c'est un petit formulaire à remplir. Ça prend 2 secondes et à envoyer à la DDPP de sa région, de là où on se situe. Et une fois que ça c'est fait, c'est parti. Si je n'oublie pas d'autres infos, normalement, c'est ça. Ok, et donc du coup, à ce moment-là, donc, toi, tu as commencé, donc tu avais juste la CACED. Exactement. Et tu as commencé comme ça. J'ai commencé comme ça. Donc, j'ai commencé très exactement en juillet 2017. J'ai commencé par faire des visites à domicile de chats. C'était principalement mon activité. Je gérais pas de chien, je me rappelle à cette époque. Et entre deux, il y a la réactivité de Roméo qui devenait ingérable, vu qu'en plus, j'habite actuellement dans le 7e avenue Berthelot. Voilà, une rue avec c'est plein... la ville. Oui, voilà, c'est la ville, les trottinettes, les vélos. Et là, j'ai repensé à la fameuse formation d'éducateur canin. Et vu que j'habitais à Lyon, je me suis dit, en fait, c'est pas si loin, je vais pouvoir faire les allers-retours. Je me suis inscrite, j'étais prise assez rapidement, mais c'était la session de février 2018, du coup, si je dis pas de bêtises. Et oui, qu'est-ce qui m'a motivée à faire cette formation ?
Dans un premier temps, c'était même pas pour exercer, c'était vraiment pour régler la problématique de mon chien. Enfin, les problématiques, parce qu'il n'y avait pas que ça, mais la principale, c'était la réactivité. Je voulais vraiment la faire pour nous deux, enfin, surtout pour moi, hein, égoïstement, parce que j'en pouvais plus, même des regards dans la rue, des gens qui regardent mon chien devenir complètement fou à la vue d'un autre chien, et puis ça devenait... Enfin, c'était horrible comme situation, j'osais plus le lâcher parce que j'avais peur qu'il aille se battre, j'étais complètement impuissante. Je me suis dit, allez, faut se former là, faut comprendre d'où ça vient. Alors, c'était vraiment pas dans le but d'exercer. Après, je m'étais dit forcément, si je balade un chien, je peux très bien dire, je fais aussi de l'éducation. Si jamais je vois qu'il y avait un souci lors des balades, je pouvais proposer aux clients de l'éducation. Donc, ça avait du sens. Je partais pas dans un autre domaine, je restais dans le même domaine, des chiens, enfin des animaux. Ouais, ok. Et alors, qu'est-ce que ça t'a appris, cette formation ? Est-ce que c'est quoi les grands trucs qui t'ont changé, qui t'ont marqué Alors, déjà, ça a vraiment ça a changé ma vision des choses, ma vision du chien, de son bien-être. J'ai vraiment eu un électrochoc. Et il nous l'avait dit en début de formation, il nous avait dit, vous allez voir, vous allez en sortir transformé. Et honnêtement, j'y croyais pas trop. Je me disais, je vois pas comment ça peut me transformer. Et effectivement, en fait, avant, j'étais un peu dans le monde des bisounours. Je trouvais que tous les chiens étaient heureux, qu'à partir du moment où ils avaient un jardin, tout allait bien, qu'une balade en laisse, tous les jours jusqu'au restant de leur jour, c'était bien. Voilà. Et surtout, mon chien, c'est surtout... ça, l'électrochoc, c'est que je me suis rendu compte qu'il était mal, en fait, mon chien. Qu'il aboyait pas pour m'embêter. C'était vraiment parce qu'il était... dans des situations très inconfortables, de stress. Et voilà, au-delà de la problématique de sa réactivité, il y a plein d'autres choses qui n'allaient pas, quoi. Même dans l'environnement, dans la ville, il était complètement stressé, il passait son temps à se secouer, à se lécher la truffe. Quand on croisait quelqu'un qui le regardait bizarrement, direct... je voyais aussi qu'il commençait à se mettre en alerte, et chose que je remarquais pas du tout avant, en fait. Je pensais que tout allait bien, et juste qu'il voulait m'embêter, justement en aboyant sur les autres chiens, alors que pas du tout. Le pauvre. Et donc, du coup, il y a une question qui me vient par rapport à ta formation et à ton métier que tu avais déjà un peu commencé en tant que pétiteur. Qu'est-ce que ça a changé dans ton appréhension de ce métier-là ? Parce qu'au départ, tu as lancé une activité de pet sitting sans forcément vouloir devenir... éducatrice, tu prenais pas forcément de chiens, tu n'avais pas forcément l'habitude d'avoir des chiens du coup en clientèle. Oui. Est-ce que ça a changé des choses pour toi à ce niveau-là aussi, au-delà du perso avec Roméo ? Comment ça s'est fait ? Oui, du coup, ça m'a vraiment aidé à gagner confiance en moi. Enfin, là, je me suis dit, je peux gérer n'importe quel chien. Alors qu'avant, même si la question ne s'était pas posée, parce que vu que j'avais pas de demande de balade de chien, j'avais pas eu à faire face à cette problématique. Mais là, je me suis dit, je peux vraiment gérer, pas tout type de chien non plus, mais la réactivité, je la gère. Les chiens vraiment craintifs envers les humains, je les gère. Les chiens qui prédatent beaucoup, je sais un peu comment les gérer, alors qu'avant, je sais même pas ce que c'était la prédation. Hein. Je pensais que ça concernait que les lions. donc voilà, ça m'a vraiment aidé à gagner confiance en moi et d'élargir mon panel de chiens à gérer en balade. Je pense que j'aurais tenté sans formation d'éducateur canin, mais en fait, je me serais vite rendu compte que j'aurais eu des problèmes. Je dis ça par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir avec certains chiens, mais j'étais déjà formée. Oui. Donc, je savais comment les gérer, mais si j'avais pas été formée, honnêtement, j'aurais paniqué. Ouais. Je me suis dit, oula. Donc, non, ça m'a vraiment été utile, donc niveau perso, mais aussi niveau professionnel, parce que ça m'a aussi permis des fois de pouvoir dire à certains de mes clients, là, votre chien, il fait beaucoup ce comportement, il y a peut-être quelque chose qu'il faut régler ailleurs. Et en fait, encore une fois, quand on n'y connaît rien au chien, quand on a une vision globale du chien, on remarque pas tous ces petits signaux qu'un professionnel peut remarquer. Donc c'est vraiment avantageux pour les gens qui choisissent un pet-sitter pour les balades de chiens. S'il est formé en éducation canine, c'est vraiment un plus. Pour moi, limite, c'est nécessaire, finalement. Ouais, je suis assez d'accord. Mais c'est pas encore le cas, malheureusement, mais c'est vraiment, c'est primordial.
Non, c'est sûr. Puis je pense qu'effectivement, il y a plein de gens qui se disent c'est bon, c'est juste une promenade. Oui. Et du coup, ça nécessite pas de se former en comportement, de se former en éducation, en rééducation, en communication du chien, etc. Alors qu'en fait, c'est généralement pendant la promenade qu'il se passe le plus de choses parce que c'est rencontre avec plein de stimuli qu'il n'a pas forcément l'habitude et comment on les gère et comment on voit que le chien est dans l'inconfort ou pas et comment on l'accompagne s'il y a besoin. Et moi, je trouve que c'est ça qui demande le plus de compétences, en fait. C'est d'être dehors avec un chien, pas... C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à... Enfin, quand tu disais c'est juste une balade, ça me rappelle une personne que j'avais rencontrée, une amie d'amis. Et donc, je lui dis que je suis pet-sitter et éducateur canin. Et puis là, elle me parle surtout du pet-sitting et des balades de chiens en particulier. Et elle me dit, est-ce que c'est aussi cool que ça en a l'air ? Alors donc je lui ai répondu oui, j'aime mon métier, mais en fait justement non, je dis c'est pas si cool en fait. Moi ça me procure parfois du stress parce que des fois j'ai des chiens pas faciles à gérer et non, c'est pas si simple en fait, c'est vraiment un métier et ça les gens ont du mal à s'en rendre compte. Comme tu dis, ils voient ça juste comme une balade. Alors je dis pas, il y a des chiens qui ont pas vraiment de problématiques, qui sont bien adaptés dans leur environnement. Là c'est agréable, mais il y a d'autres chiens, même des chiens qui vont tirer de fou sur la longe. Si t'as pas eu un minimum de formation pour bosser ton ancrage dans le sol, tu décolles, tu te retrouves au sol. Donc c'est vraiment c'est hyper important. C'est pas juste une balade. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et pour moi, si tu veux bien faire, justement, si tu veux faire une bonne balade, si tu connais pas tout les signaux d'apaisement, les signaux de stress, en fait, tu peux pas. Et si tu connais pas un minimum même le comportement... les instincts, les instincts merci que certains chiens ont, tu fais mal les choses. Tu passes à côté, ouais, c'est ça. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais il y a différentes façons de promener un chien. Oui. La balade où, effectivement, le chien n'a pas spécialement de problème et c'est plutôt agréable et on marche, etc., c'est cool et c'est un bon moment qu'on passe. Les balades où on travaille, en revanche, c'est épuisant. Ah mais oui, c'est usant. Déjà, faut gérer... Bon, tout dépend le matériel. Faut checker l'environnement, faut gérer... C'est ça. Et là, la difficulté dans mon métier en étant à Lyon, c'est que c'est Lyon. Vous connaissez Lyon. Donc, les voitures, les gens... Bon, des fois, les trottoirs sont grands, on peut gérer, mais des fois, c'est des tout petits trottoirs. Faut gérer tout l'environnement. Faut tout anticiper. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et si vous voulez bosser un chien en plus qui n'est pas le vôtre, donc en tant que pétiteur, éducateur canin, je développe du lien forcément avec les chiens que j'ai en garde, mais je reste quand même, je reste pas leur humaine de référence. Voilà, je suis la nounou. Après, on a un très bon lien, mais quand même. Vu que le chien est un opportuniste, moi, il va toujours tester et ils vont souvent plus écouter quand même leurs humains. Enfin, c'est un peu la base, heureusement, en même temps, tant mieux. Et puis même, des fois, je me rends compte que chez certains chiens, il n'y a aucune base et on met dans les mains un chien qui n'a aucune base et il faut tout revoir de A à Z. Et donc, oui, gérer la longe, les friandises, faire attention à tout ce qu'on croise. J'ai déjà eu des « oui, il s'entend très bien avec les chiens ». Et puis en fait, je suis là « oula, non, il est en train de bien se chauffer là face à l'autre chien. Non, c'est pas... Ouais, c'est usant. Ouais. Et puis, c'est usant de ce côté-là, mais aussi sur le plan physique. Moi, je marche énormément. Il faut savoir que c'est au minimum 10 km de marche par jour. Après, il y a des petites pauses et tout, mais voilà, c'est vraiment un minimum. C'est beaucoup plus que la plupart des gens. En tout cas, tu passes vraiment ta journée à marcher, quoi. Donc, oui, voilà, c'est ça. Ma journée dehors, aussi beaucoup dans les transports. Enfin, moi, je prends beaucoup mon véhicule parce que j'aime pas les transports en commun. Mais voilà, et puis c'est plus pratique vu que je vais dans tous les coins de Lyon. Mais même ça, c'est usant psychologiquement, les embouteillages, trouver une place pour se garer, se dépêcher parce que j'essaye toujours de donner des horaires. Enfin, j'essaye toujours d'arranger les gens. C'est-à-dire que si c'est des gens qui partent travailler de 8h à 18h, j'essaye de passer dans l'heure du midi pour que ça fasse une pause pour le chien. Et donc, c'est toujours la course parce que vu que Lyon, il y a beaucoup de trafic, je prends toujours du retard sur les autres balades et du coup, ça me stresse et voilà. Ouais, non, c'est pas juste sortir un chien, c'est pas juste une balade, c'est beaucoup plus que ça et effectivement, ça demande, au-delà de la formation...
beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'investissements. Ouais, exactement. Si on veut bien faire les choses, encore une fois. Parce que si... On va y arriver. Tout Du à coup, fait. ouais, pour rentrer dans le sujet de la garde d'animaux, puisque c'était ça dont je voulais parler avec toi aujourd'hui, il y a différentes activités qui sont inhérentes à la garde d'animaux. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'on parle de la balade depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Ouais, j'en ai aussi un peu parlé. Donc, il y a les visites à domicile. Donc, ça, c'est vraiment les visites au domicile des humains d'animaux. Donc, c'est beaucoup pour les chats ou pour les nacs, c'est-à-dire qu'on vient au domicile des gens pour, je sais pas, pour changer la litière, donner à manger, remettre de l'eau fraîche, apporter surtout notre compagnie, notre présence à l'animal. Donc ça, c'est surtout un service qui est demandé pour des gens qui partent en vacances. Parce que souvent, on a toujours cette image de les chats sont des êtres territoriaux, ils aiment bien rester chez eux, ils aiment pas trop... on les embarque pas, en gros, les chats, on les laisse à la maison. Et c'est mieux que quelqu'un passe, alors que c'est pas toujours vrai. Mais bon, voilà, souvent les demandes que j'ai, c'est de visite à domicile. Donc c'est pour les chats. De toute manière, pour les chiens, je les propose pas parce que pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. Si c'est une visite, c'est... je le compte même pas comme une visite. Oui, voilà, c'est la sortie. Et bien sûr, je remets de l'eau. Dans tous les cas, je vais pas demander un supplément pour remettre de l'eau dans la gamelle du chien. Mais voilà, les visites, c'est vraiment surtout pour les chats et les nacs. Après, donc, vous avez les balades de chiens, ça on en a parlé. Concernant les balades, il y a les balades donc, où il y a une personne qui vient qui sort un chien. Il y a aussi les pick-up. Oui. On peut peut-être en parler. Oui, du coup, moi, sur le type de balade que je propose, c'est surtout des balades individuelles, donc où je viens au domicile des gens pour sortir un chien. Ça m'arrive de sortir plusieurs chiens. Le maximum que j'ai pris, ça doit être 4 chiens. Ouais. Mais dans ce cas-là, je fais un peu pick-up, mais bon, à ma manière. Je prends des chiens que je connais d'avance. Je prends jamais un nouveau chien que j'ai, dont je connais pas du tout le caractère. C'est que des chiens. Je connais leur tempérament. Je sais si ça matche avec tel ou tel chien. Je sais ce qu'il leur faut comme autre copain. Et là, je vais à Miribel et pour vraiment faire une balade super cool, soit en libre, soit en longe au sol. C'est une prestation qu'on ne retrouve pas sur mon site. Les balades groupées, c'est vraiment quand j'ai la possibilité de le faire et que je sais que ça va bien se passer. Donc c'est beaucoup de balades individuelles. Ça m'arrive aussi si je suis dans le 6e et que j'ai 2 chiens à sortir dans le 6e et que je sais qu'ils vont bien s'entendre. Là, je prends les 2. Mais honnêtement, c'est... assez compliqué. Respect aux dog walkers qui sortent plein de chiens. En ville, je parle, parce que en forêt, etc. Oui, là, je pense que je pourrais prendre des plus gros groupes, mais voilà, ça me permet pas... vivant à Lyon, je peux pas faire ça actuellement. Et même, je trouve que c'est vraiment une grosse responsabilité. Je vois pas comment... c'est possible, en vrai, de gérer autant de chiens, parce que c'est très rare. C'est vrai que dans les parcs urbains, des fois, on en voit à Lyon. Voilà. Et tu te dis... Mais oui, moi je les regarde, du coup je me dis mais comment ils font, et il se trouve que ils font pas. Ouais, en fait c'est ça, c'est souvent ils sont en longe, il y a des longes qui traînent au sol, il y en a d'autres qui sont les longes ne sont jamais au sol, ils sont jamais détachés, mais voilà, j'ai déjà eu des expériences où étant avec mon chien qui est pas facile, j'ai des chiens longe au sol qui arrivent, qui foncent sur mon chien, et en fait je vois bien que le pet sitter ne gère pas tant que ça, finalement il laisse juste les choses se faire. Je pense qu'il y a un gros lâcher prise de la part du dog walker, chose que je ferais jamais de mon côté, parce que pour le bien-être des chiens qui est en face de moi, pour le bien-être de mes propres chiens, les chiens que j'ai sous ma responsabilité, j'aurais trop peur même, le risque aussi qu'on a de laisser des chiens comme ça foncer sur d'autres qui sont en laisse, notamment comme c'est arrivé avec mon chien. Ça va, il ne cartonne. Ça ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait pas. Et puis on sait jamais quel chien on a en face de nous. Mon chien aurait très bien pu cartonner l'autre chien, et dans ce cas-là, ça devient compliqué. C'est la responsabilité encore une fois du pet sitter. Donc voilà, mais je connais pas de personne en particulier à recommander sur Lyon qui prennent 10 chiens. J'ai encore jamais vu un mec ou une nana gérer au top 10 chiens, car pour moi déjà de base c'est pas possible en fait. Alors après, sur Lyon, effectivement, je connais personne. Il y avait Francesca de Social Dog que j'avais interviewée dans l'épisode 9, qui était venue nous parler de la balade justement, et qui, elle, fait des grandes balades comme ça. D'ailleurs,
je profite de cet épisode pour leur apporter beaucoup de soutien parce qu'à Paris, c'est compliqué de faire ce métier-là en ce moment. C'est clair, ouais. Donc voilà, tiens, d'ailleurs, je mettrai les pétitions qu'il y a en barre d'infos pour les soutenir un petit peu. Mais effectivement, ouais, alors s'éloigner, aller en forêt, etc. pour faire ça, je trouve ça gérable, génial. et voilà, ça peut vraiment permettre de très bons moments. Mais en ville, ouais, c'est compliqué. J'en ai croisé aussi quelques-uns en ville faire ça et tu te dis, ouais, non, c'est ni fait ni à faire, quoi. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses inhérentes à la garde, d'autres activités inhérentes à la garde d'animaux dont on n'aurait pas parlé? Vous avez aussi les petites pensions familiales, donc choses que moi je ne propose pas et qui sont rares. Donc ça, c'est vraiment des personnes qui vont garder les chiens ou les chats à leur domicile. Quand on parle de pension familiale, c'est vraiment des toutes petites pensions, donc c'est moins de 9 chiens. Et là, les gens vont garder les animaux à leur domicile. Moi, je propose aussi du taxi animalier, mais c'est vraiment une toute petite partie de mon activité. C'est vraiment de manière très ponctuelle et ça se fait en amont, c'est-à-dire c'est une personne qui doit emmener faire un rappel de vaccin à son chat et qui n'est pas véhiculé et qui a trouvé une clinique qu'elle aime bien en dehors de Lyon. À l'avance, on s'appelle pour booker le rendez-vous. Et là, je fais taxi animalier, mais c'est vraiment très minime. Ouais, ok. Pour aller sur les critères un peu d'un bon pet-sitter, selon toi, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est quoi les grands critères qu'il faut avoir pour choisir son pet-sitter? Et toi, comment tu gères les nouvelles gardes? Est-ce que tu rencontres les gens avant? Comment ça se fait? Est-ce que c'est au long cours? Comment tu gères ça? Alors, donc, qu'est-ce qui est important pour toi? Déjà, dans un premier temps, toujours donc un premier contact par mail ou par téléphone. Et déjà là, j'ai envie de dire, c'est déjà un premier indicateur. Il y a une espèce de feeling qui se crée ou pas avec la personne. Bon, souvent, j'ai de la chance. Le feeling, se crée. Tout se passe très bien. Et ensuite, je rencontre toujours les gens, peu importe le type de demande. Il y a toujours une prévisite. Donc, une prévisite, c'est le fait que je me déplace gratuitement au domicile des gens. Et en fait, ça me permet, moi, de voir un peu l'environnement dans lequel l'animal évolue, le rapport qu'il a avec ses humains, le type d'éducation qui peut être utilisé sur certains chiens. Et c'est lors de cette prévisite qu'on fait connaissance déjà avec les gens. Donc, dans un premier temps, ça va beaucoup les rassurer de savoir à qui ils ont affaire, parce qu'on laisse pas ses clés non plus à n'importe qui. Moi, ça me permet d'avoir un premier contact avec le chien ou avec le chat, de voir un peu le tempérament de l'animal. Et donc, c'est à la suite de cette prévisite qu'on remplit le contrat de pet sitting, donc qui reprend les informations, les prestations souhaitées, mes obligations en tant que pet sitter, les obligations des humains. Donc, c'est principalement me rémunérer, ils n'en ont pas d'autres, et me prévenir si en cas de comportement inhabituel de l'animal. Et puis, si dans ce contrat, je demande aussi s'ils m'autorisent le droit à l'image de leur animal, s'ils m'autorisent à publier des photos de leurs animaux. Et ça, cette prévisite, elle est vraiment primordiale, parce que je me dis, il y a des chiens craintifs que je peux avoir en balade. Et si j'avais pas fait cette prévisite avec les gens, si j'étais arrivée comme ça chez eux en mode intrus, je pense que des fois, ça aurait pu mal se passer, non, parce qu'après, je suis formée pour, je sais comment réagir en tant que telle, mais ça aurait été plus compliqué. Alors que quand je viens et il y a la présence des humains, tout de suite, ça va un peu apaiser le chien. Et bien puis, sûr, oui, c'est... On rentre pas chez un chien comme ça sans le connaître, c'est un peu compliqué. Ouais. Voilà, exactement. Donc. De faire une prévisite, d'avoir un contrat, je trouve que c'est important. Ça, on n'en parle pas beaucoup, et même pour l'éducation, c'est primordial en fait de signer un contrat avec son éducateur à partir du moment où vous partez sur un forfait, des séances. C'est pas très connu, ça. Non, c'est pas hyper connu. Plus dans le milieu du pet sitting, mais notamment parce qu'on a les clés de chez les gens, et je pense qu'il faut... des deux côtés, en fait, faut se protéger. Exactement. Donc ça, avoir un contrat, donc c'est primordial. Les critères d'un bon pet sitter, encore une fois, c'est la formation, ça c'est indispensable. L'assurance RC Pro, le fait qu'il soit déclaré en tant que micro-entrepreneur, peu importe, qu'il a un numéro SIRET. Donc, autre critère très important, c'est vraiment le ressenti de l'animal, notamment si c'est... Si vous faites appel à un pet-sitter pour des balades de chiens, je vais reprendre mes fameuses balades de chiens. Si vous êtes en télétravail, et c'est le pet-sitter qui vient gérer les balades, donc vous voyez un peu comment votre chien va réagir à l'arrivée du pet-sitter.
Et voilà, si vous voyez qu'il a l'air très heureux de voir le pet sitter, c'est quand même un indicateur simple, mais tellement efficace. Et d'ailleurs, moi, c'est souvent ce qui revient dans les avis ou dans les petits messages que je peux recevoir, c'est il te voit arriver dans la rue, enfin, il me sent en fait, il me sent arriver, Ouais. et il se met à la porte, et il est comme un fou, et ça, voilà, et les gens, ils sont hyper rassurés. Moi-même, pour avoir déjà fait appel à un pet sitter il y a un petit moment, au contraire, quand il le voyait arriver, il allait se planquer dans mes jambes. Donc là, je me dis, bon, j'ai peut-être un moment où j'ai pas bien choisi justement mon pet sitter, mais bon, j'ai un chien qui est un peu spécial. Il y a quelque chose aussi qui est important, enfin, selon moi, c'est que quand j'ai des animaux en garde, que ce soit des chats, des chiens, j'envoie énormément de nouvelles, parce que j'estime qu'en fait, quand je passe du temps avec l'animal, je m'investis à fond. Donc si je suis 30 minutes avec un chat, pendant 30 minutes, les gens vont recevoir des nouvelles de ma part. Tout le temps où je suis avec le chat, je vais envoyer des photos, des vidéos, et pareil avec le chien. 30 minutes, c'est vraiment la base de la base. Enfin, c'est Le même un minimum, quoi. minimum. Ouais. Enfin, c'est pas suffisant. Mais voilà, c'est vraiment la base. Donc pour moi, l'envoi des nouvelles, c'est primordial. Ça rassure les gens. C'est vraiment... au moins, vous savez ce que votre chien ou votre chat est en train de faire. Du coup, moi, effectivement, donc je te posais cette question des critères parce que, à mon sens, il y a beaucoup de dérives et beaucoup d'abus par rapport à ce métier-là. Tu le disais tout à l'heure, ça peut être vu comme un job étudiant ou comme un truc, c'est bon, c'est que de la balade. Est-ce que tu peux nous parler un peu des conséquences du manque de formation que tu as pu voir, du conséquences de ce manque de professionnalisme? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, il y a énormément de gens qui font du pet sitting et on en parlait encore tout à l'heure, c'est très compliqué de trouver des personnes à recommander en fait parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça qui sont formés, il n'y en a pas tant que ça qui sont... qui cochent en tout cas toutes les cases dont on vient de parler. Tout à fait. Alors déjà, alors là je vais surtout parler parce qu'il y a même des professionnels formés qui font mal les choses. Là je vais surtout parler d'abord des particuliers qui font ça donc comme un petit job étudiant, etc. Donc déjà ils vont être payés 3 fois moins cher que nous forcément parce qu'ils payent, c'est que du plus, hein, c'est de l'argent de poche. Le problème que vous avez, déjà, si vous faites appel à un particulier, alors je ne dis pas, il y a forcément des bonnes personnes aussi qui vont très bien gérer les visites à domicile, les balades de chiens. Ça, c'est sûr, c'est certain. Il n'y a pas que des méchants sur cette terre. Ouais. Mais le problème, déjà, c'est que vous n'avez aucune assurance que déjà la personne viendra chez vous. Et vu qu'il n'y a aucun contrat qui vous lie, en fait... s'il vient pas, c'est tout. Il vient pas en fait. Donc votre chien, il va rester tout seul. Ou votre chat, vous êtes parti en vacances, vous faites appel à un particulier. S'il vient pas, vous pourrez jamais vous retourner contre lui. Le problème aussi de manque de formation, c'est-à-dire que moi, quand je vais dans n'importe quelle maison, je jette toujours un coup d'œil à l'environnement. C'est-à-dire que des fois, il y a de la nourriture qui va traîner sur la table. Même les gens, des fois, font pas attention, ils vont laisser des choses traîner. Et moi, tout de suite, je sais ce qui peut être dangereux pour un animal, quelque chose à ingérer, où il peut se blesser, il peut se couper, voilà. Donc, tout de suite, j'ai toujours faire un tour de l'appartement ou la maison, là où je me situe, pour enlever tout ce qui peut donc être dangereux pour l'animal. Autre conséquence que vous fassiez appel à un particulier ou à un professionnel, c'est juste bien vérifier le type de méthode utilisée. Je pense que c'est rare finalement de trouver un chien très équilibré, c'est très rare dans tous les chiens que je peux balader. Ils ont tous leurs petites petits défauts, mais c'est normal, hein, c'est des êtres vivants, ils sont pas là pour être parfaits. Et donc c'est vraiment primordial de connaître, quand vous faites appel à un professionnel, de savoir quelle méthode il utilise pour pas renforcer déjà les problématiques que vous pouvez rencontrer avec votre chien. Si vous avez un chien réactif congénère, voyez un peu comment il gère, parce que s'il met votre chien avec 10 chiens, et vous allez voir votre chien revenir de balade, vous allez poser la question, comment ça s'est passé, parce que normalement il veut les bouffer en fait les chiens. Ah non, ça s'est très bien passé, mais en fait posez-vous la question, mais c'est peut-être parce que mon chien est en immersion, et qu'en fait et puis on sait pas ce qui se passe, parce qu'on reçoit quelques photos, tout a l'air de bien aller, on voit notre chien courir, mais voilà, on se dit, moi, pour avoir fait appel donc, à un pet sitter qui faisait des grosses balades et mon chien était réactif congénère et il me disait que tout allait bien. Et après, moi, j'avais mon chien en balade et c'était une catastrophe. Je me disais, mais comment il fait on sait pas, on sait pas ce qui se passe. Donc, c'est vraiment important, selon vos valeurs, hein, si vous êtes dans le respect du chien, méthode positive et demandez bien, même voyez la gestuelle de la personne avec qui vous avez affaire. Si vous avez un chien craintif et vous voyez
La personne qui insiste, qui cherche le contact, bah déjà là, ça doit vous alarmer. Vous devez vous dire, oula, pourquoi? Enfin, non, arrête de chercher le contact, en fait. Prends ton temps. Ouais. Voilà. Ça, Ouais, c'est de un sélectionner des gens qui sauront s'adapter à la problématique Oui. de votre chien et Mm. le prendre en charge, parce qu'il Oui. s'agit de le prendre en charge, là, pour le coup. C'est exactement ça. Du coup, pour en revenir un peu avec le début de cet épisode, Oui. je voulais revenir avec toi sur l'intérêt, ou en tout cas les cas de figure ou les types de situations dans lesquelles il était pertinent de faire appel à un pet-sitter pour faire garder son chien plus ou moins longtemps. Oui. Pour toi, c'est quoi les grands cas de figure que tu rencontres avec ta clientèle ou pour lesquels tu trouves pertinent de faire appel à un pet-sitter? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Donc, encore une fois, pour en revenir aux visites à domicile des chats, bah, ça, c'est vraiment conseillé pour les personnes qui partent en week-end, qui partent en vacances. Donc là, bah, souvent, ils ne prennent pas le chat avec eux. Donc, faire appel à un pet-sitter dans ces cas-là, bah, ça apparaît comme la solution la plus appropriée, même si je conseille quand même pour certains chats d'aller en pension et d'être au contact voilà, avec des gens, pas forcément avec d'autres chats, mais avec des gens continuellement, parce qu'il y a vraiment des chats très en demande d'attention, enfin très liés aux humains. Et il y en a plein que je vais voir parfois et ça me fend le cœur de les laisser parce qu'on sent qu'ils sont là, non, j'en ai pas eu assez. C'est qu'1 heure par jour et Ouais. c'est très peu quand ils ont l'habitude de beaucoup plus. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, on va dire, ça dépanne. Et pour certains chats, ça suffit leur va, largement, ouais. parce qu'il y a des chats qui sont beaucoup plus indépendants aussi. Après, pour ce qui est des balades de chiens, là, dans mes clients, c'est beaucoup de personnes qui travaillent, donc, qui n'ont pas le temps de rentrer pour sortir leur chien. Après, j'ai des gens aussi en télétravail qui pourraient sortir leur chien, mais soit ils ont peu de temps, soit ils n'ont pas forcément le courage de faire une vraie balade. Donc dans ces cas-là, ils font appel à moi pour que je m'occupe d'offrir à leur chien. Bah, quand je parle de vraie balade, c'est forcément en longe. Je choisis toujours des endroits que les chiens vont apprécier, c'est-à-dire que peu importe dans quel arrondissement je me situe, j'essaie toujours de trouver un parc qui est pas loin, où je vais pouvoir mettre le chien en longe et où il va pouvoir... sans forcément courir, voilà, il n'y a pas que ça. Pas courir, Oui, c'est il a bien. de l'espace, il peut renifler, Oui, voilà. on sort un peu du cadre de la Voilà, il ville. peut aller explorer, Ouais. se détendre, rencontrer d'autres chiens, voilà, faire un peu de... Moi, je m'amuse à faire un peu d'éduc parfois, hein, pas tout le temps. C'est quand je suis motive, des fois, je fais des petits tours ludiques, un peu de pistage, ce genre de choses. Et d'ailleurs, chose que un particulier, je pense, ne penserait pas à faire. Donc voilà, autre Oui, avantage à ouais. faire appel à un professionnel. Ça peut arriver, enfin c'est pas forcément une demande, mais moi je le mets comme un plus. Des fois j'ai des chiots et donc je propose aux gens, enfin c'est même pas que je propose, c'est que ça arrive en fait, c'est la vie de gérer un peu leur socia et leur familiarisation. J'ai déjà eu voilà des chiots de 2, 3, 4 mois. Et donc, vu que je sais en plus comment faire, je leur présente d'autres chiens. Voilà, pas tous les chiens qu'on croise dans la rue en laisse. J'essaie de faire les choses bien. Et donc ça apparaît quand même comme un vrai plus. Et ils savent qu'avec moi, je vais pas développer des troubles du comportement. Au contraire, je vais vraiment m'adapter au chien. Un chien qui est un peu flippé par je ne sais quoi, je vais jamais le forcer. Je vais toujours aller à son rythme. Donc voilà pourquoi les gens font appel à moi principalement. C'est vraiment à cause du travail. Après, là, je peux prendre l'exemple que j'ai eu là, ce week-end. Enfin, ça fait 5 jours que je m'en occupe. Je m'occupe des balades d'un chien. Les humains ne sont pas sur Lyon et ils restent chez la maman de la dame. Et en fait, ils ne se sentent pas à l'aise de gérer les promenades. Donc, ils ont préféré faire appel à un professionnel pour partir sereinement. En fait, c'était ça. C'était vraiment... se dire mon animal est entre de bonnes mains, je ne dois pas m'angoisser, il est formé, il est patient, il va s'adapter au caractère de mon animal. Voilà. Pour recouper un peu avec l'épisode que j'ai fait avec Anaïs sur les problèmes liés à la séparation, je trouve aussi que faire appel à un pet-sitter pour couper un peu une longue absence ou trouver une autre alternative pour les problématiques liées à la séparation, c'est hyper intéressant. Oui. Est-ce que t'en as des cas de figure comme ça? Oui, j'en ai une petite louloute, une petite spitz qui fait beaucoup d'anxiété de séparation et
Alors, je ne dis pas, hein, c'est pas juste avec mon passage que ça résout la problématique, mais déjà, ça apporte un grand soulagement aux humains de la chienne, qui en plus, enfin, on s'entend très bien, c'est vraiment ma copine. Donc oui, oui, c'est enfin, ça peut vraiment être un aménagement supplémentaire, voilà, pour certaines problématiques, dont l'anxiété de séparation. C'est bien aussi que ces chiens-là, enfin, qui rencontrent cette problématique, arrivent à développer du lien avec une autre personne. Ça peut, voilà, plus les apaiser, mais bon, c'est quand même, c'est pas suffisant, mais Ouais. Oui, c'est mais c'est intéressant. vrai que par exemple, on en parlait avec Anaïs dans l'épisode, quand les problèmes sont vraiment très ancrés, c'est une problématique qui est très isolante aussi pour les gens, et du coup, on n'ose plus en fait sortir, on n'ose plus, Ah bah on complètement. va plus boire un verre, on va plus au cinéma, parce qu'en fait, on est hyper angoissé de tout, on culpabilise de laisser notre chien, et puis c'est un peu un cercle vicieux, et donc du coup, plus on est là aussi, moins il est habitué à l'être, donc moins on peut le travailler. Et donc, des fois, c'est vrai que ça permet aussi, je trouve, de faire appel, en faisant appel à un pétiteur, de prendre ce pas de côté, ce recul un peu, la respiration dont on a besoin pour se dire, OK, tout va bien, là, je peux le laisser 1 heure ou 2, et puis après, je sors un peu du cadre, et puis je reviens et c'est vrai que un peu mieux, quoi. maintenant que tu en parles, c'est vrai que j'avais eu en éducation un cocker, un papy en plus, qui avait des gros soucis d'anxiété de séparation. Et donc, quand j'étais venue faire un bilan chez cette dame, je lui avais dit, si vous voulez, je fais aussi des balades. Et parce que cette dame me disait, je n'ose même plus aller faire mes courses à la supérette du coin, parce que elle vivait en appartement, donc forcément, il aboyait dès qu'elle s'en allait, il faisait le loup. C'était vraiment devenu un handicap, en fait, son chien, parce qu'elle pouvait plus vivre. Et je lui disais, mais enfin, non, c'est pas possible, en fait. C'est pas le but. Hein. Non, mais c'est sûr. Et ça l'avait vachement apaisé que je puisse le prendre en charge. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça peut apparaître comme une super solution pour les gens qui rencontrent ce type de soucis avec leur chien. Ok. On parle de ta pension ? Ouais. Tu vas changer de cadre, tu vas changer de vie là bientôt, avec un projet de pension canine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Et puis ça rejoint une autre manière de faire appel à un pet-sitter, à un autre service, une autre prestation de pet-sitting. Ouais, avec plaisir. Donc je vais bientôt ouvrir une petite pension canine qui accueillera 3 chiens maximum. Pourquoi déjà j'ai eu envie de me lancer dans ce projet, c'est que ça fait un petit moment que je ne supporte plus la ville. Voilà. Je ne supporte plus l'environnement dans lequel j'étais en train de vivre, la ville. Je commençais à perdre du plaisir à balader justement tous ces chiens parce que j'en avais un peu marre de devoir gérer cet environnement qui est épuisant. Et après, rentrer chez moi et gérer mon propre chien, qui me demande aussi beaucoup d'investissement, d'énergie. Déjà, première envie, c'était de déménager à la campagne. Et j'ai une amie qui habite non loin de là où je vais habiter, qui a elle-même une pension. Donc, c'est Lucie. Sa pension, c'est Truffes, Moustaches et compagnie. Et donc, je l'ai rencontrée quand j'étais en formation d'éducateur canin à Sibins. On est devenus amis. Et régulièrement, je suis allée m'occuper de ses propres animaux quand elle avait envie d'aller souffler. Et donc, il y a aussi des fois où je suis allée chez elle quand elle gardait des chiens. Et j'ai trouvé ça génial, surtout en Ardèche, le cadre bucolique. Et je me suis dit, là, vu qu'on a les chiens toute la journée, on peut vraiment leur proposer un encadrement idéal, enfin vraiment répondre à leurs besoins. Vu que là, on les a toute la journée, pas juste 1 heure par jour et dans un environnement qu'on ne choisit pas. Là, on peut leur proposer plein d'activités. On est chez soi, donc même si c'est quand même fatigant physiquement, faut pas se le cacher. Pour moi, ça m'apparaît vraiment comme un nouveau souffle dans mon activité. Là, je sens que je commence à être fatiguée sur Lyon, pas par les chiens, je vous rassure. Pas par mon activité, mais plus par l'environnement. Voilà, ça a vraiment été le gros déclic. Ensuite, l'autre déclic, donc avec mon amie Lucie. Et surtout, parce que sur Lyon, j'ai beaucoup de demandes de garde pour l'été chez moi. Donc, chose que je ne propose pas, mais si je devais compter le nombre de refus, d'appels que j'ai eus, des gens qui me demandent parce qu'ils ne comprennent pas bien des fois ce que c'est la garde d'animaux, justement, ils pensent que c'est garder des chiens chez soi, alors que pas forcément. Et là, je me suis dit, oui, je pense qu'il y a vraiment, il y aura toujours de la demande, même dans les périodes plus creuses, il y a toujours des déplacements professionnels. Il y a des gens, même qui offrent des jours de pension à leurs chiens, alors qu'ils sont là, pour eux souffler. Je parle notamment, ça me rappelle un cas que j'avais vu en stage, d'un chien qui était réactif
réactif un peu tout, je crois, réactif humain, réactif chien, donc qui épuisait beaucoup la dame. Et c'était Manon, d'ailleurs, ma maîtresse de stage, qui lui avait conseillé, mais prenez du temps pour vous, vous avez besoin de temps pour vous, là, vous êtes à bout. Et elle lui avait conseillé justement de trouver une pension pour mettre son chien quelque temps en pension. L'idée, c'était pas de le mettre un mois non plus, hein, mais quelques jours, pour que la personne puisse un peu se détacher, penser à autre chose, parce que c'est vraiment épuisant d'avoir un chien compliqué. Oui, oui. Et puis dans l'épisode avec Livia sur le puppy blues, voilà, c'est pareil, au même titre qu'un un chien avec des problématiques comportementales, ça peut être épuisant. Juste l'arrivée d'un chiot, ça peut être hyper épuisant. Et du coup, c'est vrai qu'au bout, voilà, au bout de quelques semaines où on est à 10 000 toute la journée, à turbiner pour répondre à toutes les demandes du chiot, etc., ça peut être pas mal un week-end aussi de couper un peu si on en ressent le besoin, si on n'a pas d'autre alternative. Ça peut être cool d'avoir une bonne adresse de pension quelque part. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce que tu comptes faire dans cette pension et au même titre que pour les balades de chiens, c'est quoi pour toi les critères d'une bonne pension canine? Alors, ce que je vais proposer aux chiens et aux humains, j'aimerais vraiment que ce soit les vacances du chien, donc que ce soit plus cette vision de l'humain. Moi, je pars en vacances et je case mon chien parce que c'est moi qui ai besoin de vacances. Là, j'ai vraiment envie que les gens se disent, mon chien aussi, il part en vacances, il va se dépenser cognitivement, physiquement, socialement. Voilà, il va avoir tout ce dont il a besoin pour s'épanouir correctement. Donc, la recherche a été longue pour trouver la maison qui collerait, parce que je souhaitais vraiment avoir la petite pension, donc pas faire une pension familiale, comme vous le savez, parce que mon chien est compliqué, donc sinon ça aurait été le cas, hein, mais voilà, ce n'est pas possible. Donc, mais je voulais quand même une pension juste à côté de mon domicile pour vraiment m'en occuper comme si c'était mes propres chiens. Donc voilà, donc j'ai enfin trouvé la maison qui est en Ardèche, donc du nord, vers Annonay. Chaque chien aura sa petite maisonnette, enfin son chalet, de 5 mètres carrés avec un jardin individuel de 15 mètres carrés. Ça, c'est vraiment voilà, la base, mais bon, il n'y a pas que ça. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est juste normal, on va dire à peu près. Donc, c'est-à-dire que le chien aura toujours accès à son petit jardin s'il a envie de faire ses besoins, de faire bronzette au soleil, de se rouler dans l'herbe. Il y aura toujours accès à ce petit jardin. Juste à côté des chalets, j'ai clôturé une parcelle de mon terrain pour faire un grand terrain de détente qui fait plus de 1000 mètres carrés, où là, je vais construire des petits parcours d'agility. Tous les jours, les chiens seront sortis sur ce terrain. S'ils sont sociables, ensemble. S'ils ne le sont pas, séparément. Et ça sera vraiment au minimum, donc 3 fois par jour, minimum 1 heure. Je veux vraiment qu'il y ait le lien aussi avec l'humain, pas uniquement les chiens. Ça sera toujours encadré par moi, c'est-à-dire que je ne vais pas sortir les chiens tous ensemble sur le terrain. Je serai toujours là pour surveiller que tout se passe bien. Et en plus de ça, je souhaite proposer des balades d'1 heure chaque jour. Vu que j'habite juste en face de plusieurs chemins de randonnée, j'aimerais vraiment offrir une balade pour répondre aux besoins du chien, tout simplement, pour vraiment que ce soit la deuxième maison du chien et pas une pension où le chien reste enfermé toute la journée, ne sort pas. Donc l'idée, ça sera de leur proposer des choses à faire. Bon, soit ça sera le jeu entre chiens, mais je vais pas non plus laisser les chiens jouer pendant 1 heure, parce que ça monte en excitation pour rien, mais c'est vraiment... des petites activités, des pistages, des trucs. Oui, voilà. Pistages, en plus des balades que tu peux leur proposer. Et c'est pour ça que je veux intégrer les balades en plus de tout ça, parce que ça peut sembler rien, mais en vrai, comparé à certaines pensions, c'est déjà énorme de proposer ça, des sorties sur terrain de détente, des activités. Il y a plein d'autres pensions où juste vous mettez votre chien en box et en fait, il attend. Il attend. C'est un peu la prison. Mais voilà, moi, c'était important vu que j'ai pas non plus un terrain excessivement grand, j'ai pas des hectares de terrain, donc pour moi, c'est nécessaire de proposer aussi des balades pour les besoins exploratoires du chien, pour changer un peu de cadre. Puis voilà, pour pas c'est toujours très cool. Oui, tout à fait. C'est chouette. Autre chose aussi que je continuerai de faire, chose que je fais déjà donc, dans le cadre du pet sitting, c'est-à-dire que j'enverrai des photos et des vidéos tous les jours
aux gens qui me laisseront leur animal. Pour moi, c'est encore une fois pour rassurer les gens, c'est nécessaire. Et puis aussi ça fait toujours plaisir de recevoir des photos de son animal. Et donc voilà, c'est un service que je proposerai gratuitement, qui me pose aucun souci. Au contraire, pour moi, c'est la base. Mais ce n'est pas la base pour tout le monde. C'est cool. Écoute, on a hâte de voir cette nouvelle pension apparaître. Et puis, on la recommandera avec grand plaisir. Je viendrai la visiter. Ah bah oui, avec plaisir. Je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien? Qu'est-ce qui t'apporte et qu'est-ce qui t'apprend au quotidien? Déjà, je suis devenue beaucoup plus responsable. Bon, j'ai toujours beaucoup eu tendance à culpabiliser. Ça, c'est quelque chose de naturel chez moi. Et encore plus depuis que j'ai un chien. C'est ça qui m'a fait changer de vie, en fait. C'est lui, c'est Roméo. C'est quand je passais mes longues journées de boulot sans le voir et que je pensais à lui et je me disais, ah, le pauvre, bon, j'aurais pu faire appel à un pétiteur. Mais voilà, c'est lui qui a enclenché quand même cette idée. Il m'a appris à devenir plus patiente, plus tolérante. Il m'a appris tellement de choses. Il m'a appris à me bouger, les fesses. J'essaie de trouver un autre mot, mais je ne le trouvais pas. Par tous les temps. Et puis bon, qu'est-ce qu'il m'apporte au quotidien? Roméo, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé de ses soucis alors que j'ai pas parlé de ses qualités. C'est quand même un chien qui est très intelligent, mais je crois que tout le monde dit ça de son chien, mais moi je le trouve vraiment trop. Je trouve qu'il percute très vite. Il est très câlin, c'est vraiment un pot de colle. Il est très proche de l'humain. D'ailleurs, j'ai plein d'amis qui n'aimaient pas les chiens et ils me disent depuis que je connais Roméo, maintenant j'aime bien les chiens, je trouve que c'est trop un pote en fait, il me voit comme un pote. Et parce qu'en plus, un peu comme Charlie, là, il vient se poser avec nous sur le canapé, voilà, il pose sa tête sur les jambes des gens. Voilà, donc il m'apporte beaucoup d'amour, tout simplement. Et il m'a appris beaucoup de choses sur la réactivité. ça va, je pense que je suis calée sur le sujet. Mais voilà, même si au final, c'est pas facile à gérer quotidiennement, mais je vais pas dire que j'aurais pas aimé avoir un chien sans problème, mais finalement, c'est intéressant aussi d'avoir un chien comme ça. Ça nous apprend à se remettre en question continuellement et de trouver des solutions. Ouais. Et c'est important aussi dans mon métier. Ça me permet d'étudier plein de pistes différentes, de continuer à me renseigner, toujours pour pas rester justement juste avec ma petite formation. Enfin, ma petite, qui est pas si petite que ça. Mais voilà, rester avec la formation et pas m'intéresser à d'autres choses, quoi. Ouais. Puis comme je dis souvent, je crois qu'ils sont tous là pour nous apprendre quelque chose et pour nous apporter tout ça. Et donc, non, c'est parmi ça la remise en question, oh oui, la réflexion sur soi-même. Ah ouais, non mais tellement, tellement. Ouais, c'est cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs? Oui, alors je pense surtout à un site et un groupe Facebook, mais c'est les mêmes choses. Moi, quand j'ai débuté mon activité de pet sitting, notamment en termes de référencement, je savais pas trop comment m'y prendre. J'ai tout fait moi-même, j'ai jamais fait appel à qui que ce soit. Et donc, je me suis inscrite sur le collectif des pet sitters professionnels de France. C'est une pet sitteuse, je sais plus dans quelle région elle est, mais c'est elle qui a l'initiative de tout ça. Et d'ailleurs, merci à toi, Floriane, de gérer tout ça, c'est trop cool. Et en fait, pour être répertorié sur ce site, il faut cocher toutes les cases dont on a parlé plus tôt, c'est-à-dire avoir la cassette, avoir une assurance RC Pro, être déclaré en tant que micro-entreprise et être déclaré à la DDPP. Tant que tout ça, c'est pas fait, on n'a pas le droit d'être sur le collectif. Donc déjà, vous, en tant que particulier, si vous cherchez un pet sitter professionnel, vous savez que il va être en règle avec tout ça, formé correctement et assuré correctement. Et ensuite, pour les professionnels qui voudraient se lancer dans le pet sitting, il faut savoir que donc, ce même collectif a un groupe Facebook, mais là, c'est un groupe uniquement réservé donc à nous, ceux qui apparaissent sur le site. Et ça nous permet d'échanger sur plein de choses. Il y a vraiment, il y a ce collectif-là, et elle a aussi créé un second groupe qui s'appelle La Machine à Café des Pet Sitters, où là, on parle de sujets plus légers, on raconte des anecdotes, donc c'est toujours marrant. Voilà, parce que des fois, il nous en arrive des sacrés. C'est toujours sympa de partager entre nous. Et après, le groupe plus sérieux du collectif où on parle réglementation, on parle des fois des litiges qui peuvent arriver avec certaines personnes. Et moi, ça m'a beaucoup aidé
voilà, même quand je mettais en place mes tarifs, le manque de confiance en moi, je sais pas comment ça se passe. La première prévisite, là, c'est super, on peut échanger et tout de suite, ça rassure. Donc voilà, je vous conseille vivement ce groupe. Trop cool. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail, du coup, découvrir la pension? Ouais, alors donc pour la pension, donc là, la micro-entreprise que j'avais à Lyon s'appelait Dog in Lyon. Et mon nom de pension, ça sera Weekend Dog. Donc Claire vous mettra le lien. Voilà, vous pourrez suivre un peu toute la construction de la pension parce que je vais pas mal publier un peu comment ça s'est passé, hein, le montage des chalets, parce que tout est fait maison, hein, c'est pas des gens que je paye pour venir le faire. Donc voilà, ça va être entre nous, la construction des portes, les clôtures, et puis après, bien sûr, le vif du sujet, la pension, comment ça se passe. Voilà, je vais vous faire découvrir les lieux en avant-première, vu qu'elle elle ouvrira ses portes le 25 juin. Et d'ailleurs, à cette occasion, je vais organiser un pot d'accueil qui sera quand même limité en nombre de personnes. J'ai pas non plus un palace, mais voilà, je vous mettrai toutes les infos sur Weekend Dog, les infos concernant cet événement. Trop cool. Ok, et vous pourrez retrouver tout ça en barre d'infos. On enregistre l'épisode un petit peu en amont, donc c'est pour ça qu'on parle un peu au futur. Oui. Mais au moment où ça sortira, ça sera un peu plus d'actualité. Voilà, c'est ça. Précisons-le. Ok, et merci beaucoup Blandine d'être venue discuter de tout ça. C'était passionnant et hyper intéressant. Donc merci beaucoup. Et puis à très bientôt et très longue vie à ta nouvelle pension. Ah, merci. Salut. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Blandine et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @weekenddog et @lanicheaventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter, ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour suivre nos aventures et ne rien rater des prochains épisodes qui arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!